Notre vision de l'art africain s'est constituée sur une assez longue période de temps, et puisque le sujet de cette conférence est d'en explorer quelques-unes des limites, il n'est peut-être pas inutile de reconstituer à grands traits comment ce modèle d'art africain s'est construit. Au XVIIIe siècle et avant, les objets africains sont, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, plutôt appréciés par les Européens. Les quelques privilégiés à y avoir accès y voient bien entendu un aspect mystérieux, mais aussi un savoir-faire tout à fait digne d'intérêt. Et à l'époque, on s'intéresse déjà tout à fait à l'Afrique. Je n'en veux pour exemple que l'assez célèbre description de l'Afrique d'Olfer Dapper, mais aussi la dizaine de volumes consacrés à l'Afrique dans l'histoire générale des voyages de l'abbé Prévost. Mais d'un autre côté, soyons honnêtes, ce qui intéresse le collectionneur du XVIIIe est probablement plus l'exotisme qu'une théorie ethnographique rigoureuse. Ainsi, ces deux statues du sud gabonais, aujourd'hui on dirait Pounou, sont étiquetées « idoles de la Chine ». Le mystère se dissipe toutefois au XIXe, car de grandes opérations d'exploration et de colonisation de l'Afrique font que le territoire est mieux connu et l'objet africain change radicalement de sens. Là où il était quelque part une ode au mystère et à la beauté de l'inconnu, il devient une illustration de la laideur de ce qu'on sait. Ou en tout cas de ce qu'on croit savoir, à savoir que l'homme africain est essentiellement un grand enfant, tout droit sorti de la préhistoire et avec un sérieux besoin de civilisation. Voici par exemple ce qu'en dit Stanley. Étant, je l'espère, libre de tout préjugé de caste, de couleur, de race ou de nationalité, et m'efforçant de juger d'une manière que je crois équitable les nègres de Zanzibar, je vois un peuple venant à peine d'entrer dans l'âge du fer, livré tout à coup au jugement de nations qui possèdent sur lui une avance de 4000 ans. Ce peuple, sans aucun doute, a tous les vices de l'homme à l'état de barbarie. Mais il comprend l'infériorité d'une pareille condition. Il en sent la bassesse. Nous devons donc l'aider à sortir de cet état déplorable. Notre religion nous en fait un devoir, le commandement sacré du Fils de Dieu nous l'impose. Bon, il n'est pas le seul à écrire ça. Si les enjeux du colonialisme incitent à enregistrer de façon plus précise la provenance des objets, au moins on ne se trompe plus de continent, ils ne sont pas vus comme des œuvres d'art. Ils sont récoltés comme les autres échantillons d'histoire naturelle, une noix de coco, un papillon. Ils n'ont pas d'auteur, ils n'ont pas de signification, pas de culture, et quand bien même on fait le remarquable effort d'en faire une étude systématique, comme l'a fait le musée de Tervuren en 1902, publié dans les notes analytiques sur les collections du musée du Congo, les conclusions sont assez loin d'être flatteuses. Dans un échantillon, voilà. L'art des Congolais, comme celui de tous les primitifs, est nettement réaliste. Leurs modèles sont toujours empruntés aux sources naturelles et l'imagination semble avoir chez eux un rôle secondaire. S'ils n'arrivent à faire que des copies maladroites, infidèles ou déformées, malgré leur indéniable qualité d'exécution, il faut en rechercher les causes principales dans l'influence de leurs moyens dans l'insuffisance de leurs moyens techniques et dans la grande difficulté qu'ils éprouvent à saisir la valeur comparative des détails ou tout au moins à l'exprimer matériellement. Au début du XXe siècle, grâce au renouveau de l'art introduit par les modernes,
tels que Picasso, Matisse, Braque, Derain, etc. L'Occident commence enfin à réaliser la valeur artistique de certaines productions africaines. Et si jusqu'ici, la collection africaine privée était typiquement une collection coloniale qui relevait d'un assemblage de trophées, parfois avec grande classe, comme le montre ici la photo de la collection Ward, les choses changent graduellement et naît une nouvelle façon d'envisager les collections qui est le couple amateur d'art nègre et marchand. L'amateur d'art nègre, c'est ce que toute personne née à la fin du XIXe siècle sait, à savoir que l'Afrique est sauvage et que si l'art nègre est intéressant, il le doit sans doute plus au fait de son manque d'inhibition et au fait qu'il est issu justement d'une société sauvage que à d'éventuelles théories esthétiques africaines ou de mouvements artistiques ou de ce genre de choses. À l'époque, les objets gabonais sont presque systématiquement identifiés comme étant des objets fang. Même un auteur tel que Fernand Grébert, qui pourtant ne peut pas être soupçonné de ne pas aimer les tribus locales parce qu'il a passé sa vie à étudier les peuples gabonais, sur ces illustrations mélange sans aucun problème les objets des différentes tribus et on voit que par la suite il y a eu un repentir au crayon en disant non, ce n'est pas un objet fang. De leur côté, les marchands et les fournisseurs de ceux-ci n'ont pas spécialement intérêt à ce que les choses changent et n'ont pas intérêt à révéler leurs fournisseurs. Et donc, pendant un quart de siècle, les choses restent dans un flou qui finalement arrange tout le monde. Mais l'art nègre remporte un tel succès qu'il donne lieu à une véritable industrie. Et le marché finit par se voir inondé d'une production qui certes est africaine, mais surtout est d'une très grande médiocrité. Et donc il devient nécessaire, tant pour les collectionneurs que pour les marchands, de faire le tri et de trouver des critères de qualité et d'authenticité. Ainsi s'installe l'idée que l'art africain authentique se doit d'être vierge de toute influence. Paul Guillaume l'explique bien mieux que je ne le ferai, donc je vous laisse cet extrait. L'œuvre d'art nègre est maintenant une chose du passé, car les motifs religieux qui l'inspiraient et les conditions régnant dans la tribu qui la rendaient possible ont disparu. Elle était inséparablement liée à l'animisme et au culte des ancêtres. La diffusion du christianisme et du mahométisme n'a pas seulement amené la complète destruction des fétiches par les missionnaires, mais a détruit la croyance fervente en leur efficacité, qui appelait l'effort créateur au moment où ils étaient façonnés. Cette vision a comme corollaire évident le fait que la tribu africaine est par essence isolée et ne subit pas d'influence. Il devient donc possible et souhaitable d'associer chaque objet à une tribu, car si le style tribal est reconnaissable dans l'objet, cela la rapproche de cette période dorée, et largement fantasmée d'ailleurs, où la tribu était libre du monde extérieur et faisait de l'art authentique. Et des expositions comme Afrique sans tribu, sans chef-d'œuvre, tenues à Paris dans les années 60, vont d'ailleurs contribuer à installer cette idée définitivement dans le grand public. On pourrait croire que cette recherche d'authenticité aurait été un bon moteur pour introduire la notion d'artiste et la notion d'atelier. A priori, identifier l'auteur d'un objet revient à l'identifier, mais ce ne fut pas le cas. Les conditions dans lesquelles les objets avaient été acquis, récoltés, font que l'artiste était extrêmement rarement mentionné et exiger de connaître l'artiste pour authentifier un objet
aurait mis hors jeu bon nombre de chefs-d'œuvre, ce qui n'allait ni dans le sens des collectionneurs, ni dans le sens des marchands. On préféra donc l'idée d'un sculpteur africain anonyme, ce qui était une idée assez séduisante, en ce sens où ça anoblissait quelque part l'acte créateur, et ça confirmait aussi le côté primitif de la société africaine, ce qui, même au milieu du XXe siècle, était encore l'idée couramment acceptée. Tout comme l'absence d'influence implique l'isolement, l'absence d'auteur implique quelque part un art utilitaire, un art qui est fait avant tout pour servir des fins religieuses ou magiques, mais qui demande à respecter un certain nombre de critères qui sont définis par la tribu. Certains de ces artisans, un peu plus doués, accèdent au rang d'artistes, mais c'est via ce biais-là. Quant à une éventuelle démarche esthétique, à des écoles de pensée abstraites, etc., même encore de nos jours, on est assez loin de les accepter et de les intégrer dans notre modèle d'appréhension de l'art africain. On a donc ainsi brièvement brossé le portrait du modèle qui actuellement nous permet d'appréhender un objet africain. Les tribus sont des entités par essence plutôt isolées. Le style est défini par la tribu d'origine, éventuellement, mais à moindre titre, par la période. Le sculpteur tribal est généralement anonyme. Il peut avoir son style propre, mais dans les limites de ce qui est imposé par le style tribal, parce que les objets sont utilitaires, et de même qu'on n'imaginerait pas, je ne sais pas moi, faire un crucifix à 5 branches, il est difficile d'imaginer des objets qui sortent d'un certain carcan. Essayons d'explorer ce modèle. Si on ouvre n'importe quel ouvrage d'art africain, on trouvera assez facilement des cartes ethnographiques qui confirment cette vision d'une tribu africaine assez isolée et assez clairement définie. Malheureusement, si on regarde un peu dans le détail, et voici ici une carte relevée, enfin un détail d'une carte relevée par Marcel Sauret, où chacun des points représente une centaine d'individus. Donc c'est dire que la vue est assez détaillée, et que j'ai centré pour cet exposé sur les Masango qui sont mis en évidence en blanc. On voit en fait qu'un grand nombre de populations s'interpénètrent et vivent côte à côte. Cette imbrication mène inévitablement à des échanges poussés. Et c'est bien ce qu'on constate. Un masque produit dans un village sera utilisé par tous les habitants de ce village, quelle qu'en soit leur tribu d'origine. Un tel ancêtre que même un très fin connaisseur de la région, comme l'est Jean-Claude Andreau, qui a recueilli lui-même les objets de sa collection, ne peut s'empêcher d'hésiter, et on voit dans ses notes qu'un même masque est de temps en temps enregistré comme Vouvi, et puis de temps en temps Tsogo, et puis de temps en temps, on ne sait pas. Les échanges entre tribus ne s'arrêtent pas d'ailleurs à ces échanges de proximité. Otto Goldnhofer, dans Mémoire d'un peuple, explique que lorsqu'un village échange un esclave contre un bien, ils ont recours à des intermédiaires commerciaux qui vont placer l'esclave très loin, de façon à ce qu'il ne puisse pas s'enfuir et revenir. Il y a donc dans l'Afrique traditionnelle clairement la notion de tribus éloignées, la connaissance de leur existence et des échanges réellement actifs. C'est ainsi qu'on voit d'étranges photos de danseurs d'une guilde, donc chez les Fang, mais arborant un masque au couillis des Galois. En voici une prise par le révérend Père Trille
qui est missionnaire et ethnographe à Césaire en 1903. En voici une autre prise par Jean Desme, un journaliste français dans les années 30. L'idée qui se cache derrière ces images est toute simple. Le Ngil est un culte qui détecte les sorciers maléfiques au besoin en torturant un peu la population. C'est dire que c'est une opération assez traumatisante. Les Fang estimaient avec sagesse que si l'officiant d'une guilde était de leur propre village ou d'un village alentour, il risquait d'y avoir quelques conflits d'intérêts. Et donc, ils s'adressaient plutôt à des communautés assez éloignées pour officier, ce qui leur garantissait une relative neutralité. Il existe ainsi des échanges beaucoup plus importants qu'on ne pourrait imaginer entre groupes. Un autre exemple, au début du XXe siècle, les Kouédés inventent le culte de Mademoiselle qui, en quelques décennies à peine, se répandra dans tout le Gabon. Or, ce culte, pour la petite histoire, fera beaucoup de dégâts, puisque les seuls objets à avoir échappé aux missionnaires finiront par être détruits par ce culte. Autre illustration de ce concept, au milieu du XIXe siècle, l'artiste Semangoy, vivant Wumbu, qui vivait dans un village qui s'appelait Zokolunga, près de Moanda, était connu pour travailler non seulement pour sa propre tribu, mais pour les tribus des alentours. Les objets produits par ces Mangoy sont assez reconnaissables par la sobriété de leur style, mais surtout par le fait qu'il utilisait un glyphe qui lui était propre, une espèce d'œil que les Tékés nomment l'ébé. Et donc on peut identifier assez facilement ces objets et se rendre compte que même lorsqu'il travaillait à côté de chez lui, son style ne variait pas. Cela montre que deux tribus voisines peuvent accepter, voire même utiliser leur style respectif. À y regarder de plus près, dans ce voisinage, on voit trois grandes tribus, les Wumbu, dont nous venons de parler au centre, au nord les Obamba, au sud les Ndassa. Et si on regarde où sont produits les reliquaires qui ressemblent un peu à ceux de ces Mangoy, dans le même style, on s'aperçoit que c'est dans une région qui qui est à cheval sur les trois tribus, mais qui ne les recouvre pas en fait. Si on va au nord, mettons chez les Obamba, on s'aperçoit que dans le nord, des objets très différents sont produits. Par exemple, des objets au visage en amande, tels que les produisent également les Chamaillés, encore plus au nord. Il en va de même chez les Ndassa au sud, je ne vais pas vous la poser, mais toujours est-il qu'on constate que les centres de style, qui ont une taille à peu près équivalente à celle des tribus, ne correspondent pas aux tribus. Elles sont à cheval. Et donc, quelque part, on pourrait davantage parler de styles régionaux que de styles tribaux. D'autant plus que chaque objet définit une région de production qui lui est propre et qui est complètement différente et qui ne s'arrête absolument pas aux limites tribales. Voire parfois qui dépassent des limites qui sont même encore plus fondamentales que les limites tribales. Par exemple, les mascas planches, on voit là tout en haut, qui sont connus chez les Fang, on les retrouve quasiment inchangés chez les Mahongwe, sous le nom des Wukulukulu, un joli nom, et on les retrouve encore chez les Tékés, chez les Kwélé, excusez-moi. Or, ces trois groupes ont des langages
qui ne sont pas mutuellement compréhensibles, des cultes qui sont largement différents. Donc là, on est dans des limites qui devraient être encore beaucoup plus fermes que les limites de tribus voisines. Jusqu'ici, on s'est intéressé à des objets qui ne variaient pas quand on changeait de tribu. Mais on peut aussi s'intéresser au cas opposé, à savoir un objet qui prend des caractéristiques de différentes tribus et les mélange. Ces objets sont assez courants et notre modèle, le modèle tribal qu'on utilise régulièrement, les prend d'ailleurs tout à fait en compte en les qualifiant d'objets de transition. La théorie qui se trouve derrière, c'est que si un objet est produit à une frontière tribale, il reçoit l'influence des autres tribus voisinantes. Ce qui est une explication tout à fait sensée, qui d'ailleurs fonctionne aussi si on considère des styles régionaux et non tribaux, mais qui décrit de nouveau le sculpteur comme étant relativement passif. Il est le jouet d'influence plutôt que l'auteur de décisions qui lui sont propres. On va y revenir. Mais commençons par passer en revue 2-3 objets de ce type. Par exemple, celui-ci, qui montre une forme issue d'une collection belge, qui montre une forme assez clairement mahangoué, mais des techniques et des décorations qui sont plutôt du monde Obamba. Je soupçonne d'ailleurs le sculpteur qui est à l'origine de cet objet d'être Obamba, mais bon, c'est loin d'être une certitude. Voici un autre objet assez graphique qui combine des styles Kota et des styles Tsogo, vraisemblablement des styles de sculpteurs sur la piste Kulamutu Mimongo, dont on voit ici un objet qui a été recueilli à cet endroit. On peut, en regardant ces objets, légitimement se poser la question du fait que ce sont des objets qui sont probablement assez récents, en tout cas qui datent du XXe siècle. Donc on peut se poser des questions sur exactement leur forme d'authenticité, mais la démarche n'est pas neuve et on peut trouver des objets Tsogo avec des styles beaucoup plus traditionnels, mais qui relèvent d'une même démarche. On peut également trouver des objets qui combinent des styles de tribus considérablement plus éloignées. Ainsi, par exemple, voici ici un objet qui combine des traits Fang et probablement Kota, ou des traits sud-gabonais, peut-être Punu, Lumbo, quelque chose comme ça, avec des traits Kota. Dans ces cas, il est clair que l'influence du voisinage ne tient plus. Il a fallu une décision pour associer ces styles. Ce qui fait que, à ce stade-ci, on devrait peut-être s'intéresser aux artistes proprement dits. Sont-ils anonymes ? Non. Le monde occidental ne s'y est pas intéressé pendant assez longtemps, mais on a vu il y a quelques minutes le cas de Semangoi qui était connu des tribus voisines à tel point qu'on lui commandait des ouvrages. Et il y a de nombreux artistes dont le nom était connu. Même si les recherches en la matière ont été très très tardives, on en a recueilli un certain paquet. Ici, c'est juste au Gabon, c'est juste des artistes gabonais. Sont-ils alors soumis au diktat d'un style tribal ? Il semble que là aussi, il faille répondre par la négative. Ainsi, Singon Dutumu, un sculpteur Fang de 95 ans au moment où Fernandez l'interroge dans les années 60,
raconte sa carrière. Il a vécu la majeure partie de sa vie en territoire Ntoumou, mais il était d'origine Okak et il a sculpté dans le style Mvaï. Autrement dit, un sculpteur peut être originaire d'une communauté, vivre dans une autre communauté et sculpter dans le style d'une troisième, ce qui est assez loin du modèle tribal tel qu'on l'imagine. Et puisque nous sommes chez les Fang, profitons-en aussi pour faire la connaissance avec Mabale Eye, qui aussi a été interrogé par Fernandez lors de cette même tournée, qui est un sculpteur Ntoumou, d'origine Ntoumou et sculptant dans le style Ntoumou, comme quoi ça peut arriver aussi. Il explique qu'il met des mois à élaborer sa statue parce qu'il faut que l'esprit guide sa main et que c'est un processus long. Mais il explique aussi qu'une des grandes préoccupations de son existence, c'est ses problèmes de libido. Et qu'il transcrit ça en exagérant la taille des attributs de ses statues, aux grandes dames d'ailleurs de la population du village et de ses clients, qui n'apprécient pas ça du tout. Au-delà de l'anecdote croustillante, cela montre qu'un fait tout à fait arbitraire peut influencer la sculpture d'un artiste tribal et peut l'inciter à aller contre l'avis même de ceux qui lui commentent leur statut. C'est ainsi que naissent probablement un certain nombre d'objets tout à fait uniques, car ils semblent avoir un usage rituel, mais ils ne ressemblent à aucun autre. Ils sont l'œuvre le plus souvent d'un seul sculpteur ou d'un atelier, et lorsque le sculpteur décède, les objets ne sont plus produits, et probablement que le culte qui va avec cesse. Ainsi, cette série d'objets apparaît au début du XXe siècle. Ils sont manifestement tous issus d'un même atelier. Il y a des conjectures quant à leur utilisation, mais rien de bien définitif. Ils ne semblent pas reposer sur quelque chose de préexistant, et donc, quelque part, il a fallu une décision pour présider à leur création. De la même manière, l'artiste qui a créé cette statue de reliquaire Fang, si tant est que c'en est une, s'éloigne à ce point des conventions faites par les Fang qu'on peut même mettre en doute son efficacité. Et que dire d'objets plus étranges encore, dont on n'arrive même pas à identifier l'utilité, voire l'attribut d'origine. Cet objet a été fait par un sculpteur de reliquaire Kota d'Otala. Il en a fait quelques exemplaires. Quelle en est l'utilité? Certains disent que c'est des objets pour touristes, mais c'est peut-être éluder un peu facilement la question. C'est une possibilité. Voici d'autres objets qui ont été faits aussi en quelques exemplaires par un sculpteur, aussi en zone Kota. La structure est plus ou moins celle d'un Bwete Tsogo, donc on peut peut-être imaginer qu'il avait une intention d'en faire des figures de reliquaires, mais c'est loin d'être certain. Il existe quelques masques de ce genre-là, généralement attribués aux Gabonais. Je serais bien en peine de dire d'où ils proviennent, même s'ils proviennent du Gabon d'ailleurs. Quelle en est l'utilité? Par contre, cet objet-ci est clairement sud-gabonais, mais l'utilité de l'objet est assez énigmatique. Un autre objet assez intéressant, ici clairement Pounou, représente vraisemblablement le concept de Mbumba, donc le concept de reliquaire, mais de nouveau,
Si le concept peut être identifié, la traduction qui a donné naissance à cet objet est inexistante. Il s'agit d'une interprétation d'un artiste. Voici un autre objet recueilli par les Huards en territoire Obamba, donc là où on fabrique les reliquaires Kota. On voit que la structure de cet objet est très différente d'un Kota, et même s'il est recouvert de métal, il s'agit ici de fer et pas du tout de laiton, et le travail même du métal est d'ailleurs assez différent. Il faut donc bien, malgré tout, admettre la capacité de décision du sculpteur. Au-delà même de l'aspect religieux ou pratique, le sculpteur tribal est sans doute moins l'exécutant que l'inventeur de son esthétique. Et en tout cas, il en est certainement le maître, puisqu'il peut la changer. Est-ce qu'on peut trouver des traces de ce processus de réflexion artistique? Oui, je vais en donner ici deux exemples. Le premier, chez les Kwélé, est enregistré par Léon Sirotto. Les Kwélé utilisent une grande variété de masques au sein des danses du Bété, qui sont, entre autres, un ascenseur social pour les danseurs. C'est-à-dire qu'un danseur débutant va acheter un masque au marché et va être rétribué pour ses danses, ce qui va lui permettre d'acheter un masque un peu plus sophistiqué, mais un peu plus cher, mais mieux rétribué, etc., etc. Et on finit par arriver tout en haut de la pyramide, dans les bleus clairs, à des masques à planche, comme on les évoquait il y a quelques minutes, qui sont extrêmement coûteux. Ils nécessitent 3 sculpteurs pour les fabriquer, et leur prix permettrait d'envisager d'épouser une très belle jeune fille. Rien n'interdirait à un masque simple d'avoir des extensions latérales, si ce n'est qu'il coûterait tellement cher qu'il n'aurait strictement aucun succès. C'était d'ailleurs le cas, paraît-il, des masques éléphants qui, dit Sirotto, qui a vécu sur place et qui a interrogé des danseurs et des sculpteurs, avaient un succès assez mitigé du fait qu'ils coûtaient assez cher et qu'ils ne donnaient pas droit à des rétributions extraordinaires. Arrivent sur ces entrefaites les Européens qui s'installent dans la région et qui sont prêts à acheter très cher des masques simples. Et cela ouvre aux sculpteurs Kwélé traditionnels de l'époque des opportunités qui n'existaient pas dans son monde, à savoir la possibilité de créer des masques simples avec des sculptures complexes. C'est ainsi que naissent quelques-uns des chefs-d'œuvre de l'art africain et de l'art Kwélé, notamment ces masques à prolongement en W, si justement caractéristiques de l'art Kwélé. On m'objectera évidemment que je sors un petit peu du domaine tribal en faisant intervenir les Européens, à quoi je répondrai que lorsque Picasso se fait influencer par l'art africain, on considère qu'il est visionnaire et que c'est un grand artiste, mais que dès qu'un Africain voit de loin un Européen, il devient décadent. Mais bon, ce qui est beaucoup plus intéressant, surtout ici, c'est de voir qu'un phénomène extérieur, l'arrivée des Européens, influence immédiatement l'esthétique des objets traditionnels. Notre second exemple est situé en territoire Obamba et date du début du 19e, donc élude le problème d'une influence européenne. En l'occurrence, les Obamba, qui sont à l'origine même du concept de reliquaire Kota, de la forme des reliquaires Kota, ont la particularité de vouloir systématiquement que chacun de leurs reliquaires soit différent de tous les précédents. L'idée qui se cache derrière est que le reliquaire représente un esprit censé garder les reliques du village et qu'un même esprit ne peut garder de reliquaires et que donc il faut les individualiser.
Et on le fait, il y a quelques zones sur le reliquaire dont la forme est fixée par la tradition. Il y a quelques zones qui sont réservées justement à ces variations de décors qui font qu'ils deviennent uniques. Seulement, après plusieurs siècles, exiger que chaque sculpture produite soit différente de toutes les autres, tout en fixant un grand nombre de leurs traits, commence à poser des difficultés. On ne peut vouloir à la fois être toujours différent et toujours pareil. C'est ainsi qu'au début du XIXe, bien avant tout contact direct avec les Européens, donc, un groupe d'artistes situé entre Otala et Okonja, au nord du territoire Obamba, décide d'un changement radical de stratégie. Plutôt que d'altérer ponctuellement quelques parties du reliquaire, il décide de réinventer systématiquement dans une opération d'innovation continue, de réinventer systématiquement la forme même des objets. Et ils vont être à l'origine d'un grand nombre de styles assez bizarres, mais assez variés. En effet, si on fait un objet dans un style qui jusque-là n'existait pas, on est sûr au moins de ne pas recopier quelque chose qui a déjà été fait. L'unicité des esprits est donc garantie et même bien là. On perd au passage quelques fonctionnalités, comme la possibilité d'accoler dos à dos certaines statues pour en faire des Janus, puisque ici les formes sont toutes différentes, donc on ne peut plus les accoler. Mais l'un dans l'autre, l'aspect spirituel étant renforcé, peut-être était-ce finalement un compromis acceptable. On voit donc que non seulement des styles, mais de véritables écoles de pensée artistique, parce qu'ici on ne parle pas d'un style, on parle d'une façon de penser qui génère des styles. On voit donc que ces écoles de pensée peuvent surgir dans l'art tribal et peuvent permettre de recréer, comme j'ai essayé de le faire en territoire Kota, une véritable histoire de l'art de l'Afrique. Voilà. Je crois avoir dépassé un petit peu le temps qui m'était imparti, donc je vais en finir là. Mais peut-être pas sans un petit mot de conclusion. D'abord, j'ai critiqué ici le modèle tribal traditionnel classique. Il est évident que c'est un modèle extrêmement pratique que nous utilisons tous, et bon, il a son utilité, c'est une évidence. Comme vous et moi sommes très certainement convaincus de l'existence d'un art africain, d'artistes et même de mouvements artistiques au sein de l'Afrique. Mais hélas, même un siècle après Picasso, beaucoup de théoriciens de l'art qui ne sont pas au fait des arcanes et des détails de l'art tribal considèrent encore les objets africains comme étant des artefacts, des objets de collection qui certes peuvent mettre en valeur le vrai art, c'est-à-dire la peinture de Picasso, mettons, mais qui n'en sont pas. Et tant qu'une véritable histoire de l'art n'aura pas été établie tant que des preuves claires de la chose et véritablement détaillées n'auront pas été établies, je pense qu'il risque d'en être encore longtemps comme ça.